Bonjour les enfants, salut chers camarades et bienvenue dans cette émission de reprise dédiée à la correction du commentaire de l'épreuve du baccalauréat 2022. Mon absence n'aura échappé à personne. Alors, est-il possible de mieux revenir en grâce, comme la rainette du texte, que de le faire avec un texte évoquant les origines ? Le passage de cette année était donc l'œuvre d'une auteure contemporaine. En effet, Sylvie Germain est toujours en exercice à l'heure où je vous parle et poursuit de nourrir une œuvre baignée de spiritualité et d'onirisme. Longtemps professeur de lettres et de philosophie, travaillé donc par la question religieuse, c'est sans doute de cet éclectisme que naissent des œuvres très différentes. Des œuvres composées de récits de voyage, d'essais spirituels et bien sûr, de romans. Jour de colère en est un qu'elle a publié en 1989. Il a contribué à la faire connaître parmi un plus large public grâce au prix Femina qui lui fut décerné à l'époque. C'est alors un roman de terroir qui prend pour décor le Morvan, mais également un roman familial, puisqu'il rapporte l'histoire d'une lignée marquée par la folie et la vengeance. C'est l'histoire donc d'Ambroise Maupertuis qui tombe amoureux de l'épouse morte, assassinée, de Claude Corvol, un riche propriétaire. La scène de meurtre à laquelle il assiste déclenche sa folie qui se conjugue alors à une soif de vengeance et d'humiliation. Il profite du meurtre pour récupérer, au terme d'un chantage, des terres en échange du silence, et notamment des forêts, demande-t-il. Il obtient alors la promesse de marier son fils Ephraïm, qu'il a eu avec une simple paysanne, avec donc la fille de Crevol. Mais Ephraïm s'oppose à la volonté de son père et souhaite demander la main d'une autre demoiselle, de Rainette la Grasse, fille d'Edmé. C'est alors Marceau, le frère cadet d'Ephraïm, qui devient par dépit, le gendre de Claude Corvol, et qui a pour tâche de donner à Ambroise un enfant semblable à Catherine, la femme assassinée, qui le fascine tant. De leur côté, Ephraïm et Rainette vivent dans la pauvreté, car ils ont été chassés par Ambroise, et donnent naissance, dans la joie et l'amour, à 9 enfants qui vivent avec eux dans la forêt. Ils mènent donc une vie heureuse, en fraternité avec la nature et les êtres, et c'est de cette lignée que le texte se propose de raconter l'histoire. Je précise pour commencer que cette correction n'a pas vocation à être exemplaire. C'est pourquoi je commence par placer les enjeux du texte, j'égrène ainsi les principaux éléments de compréhension et je soulève quelques choix stylistiques. Le plan que je livre ensuite n'est qu'une synthèse possible, c'est-à-dire que si vous avez su percevoir les principaux points que je vais mettre en relief et que vous les avez ensuite organisés de façon plutôt cohérente, vous pouvez être rassuré et ne pas imaginer que c'est très grave si vous n'êtes pas tombé sur le même plan que je propose et qui se veut avant toute chose efficace. Remarquons tout d'abord qu'il s'agissait d'un récit d'origine. Le narrateur revient aux racines, puisqu'il est question d'arbres, le terme s'impose, de cette famille d'hommes des forêts. La première phrase n'est pas sans pasticher la Genèse, où Dieu fait aussi les hommes à son image. C'est d'ailleurs tout le passage qui prend des accents mythologiques, tel un texte fondateur qui reviendrait au récit des premiers hommes, à leur genèse, à celle des fils d'Ephraïm Maupertuis et de Rainette la Grasse, ainsi qu'il se termine, comme un titre de noblesse. Le narrateur fait le récit donc rétrospectif d'une enfance pauvre passée dans les bois. Bon. Là aussi, on peut penser au célèbre conte du Petit Poucet. L'éducation, parmi la nature de ces enfants, les a dotés d'un savoir extraordinaire. Ils sont montrés comme des créatures incroyables, le groupe nominal Hommes des forêts, soulignant alors une certaine fusion avec le décor qui les a vus grandir. Se nourrissant au propre comme au figuré des ressources de la nature, les enfants d'Ephraïm sont doués d'une connaissance, pour ainsi dire, magique. Ils connaissent tous les chemins, tous les passages, dit-on, séculaires, creusés par les
les hommes et les étoiles. Cette énumération montre finalement quel trait d'union ces enfants dessinent. Ils sont donc à la fois entre ciel et terre. Derrière ce récit d'éducation, nous entendons sourdre, pour reprendre le titre d'un célèbre roman de Jean Giono, Le chant du monde. Sylvie Germain revient à une sorte de religion primitive dont la première divinité serait la nature. Il semblait nécessaire, dans votre commentaire, de dédier un traitement tout particulier à ce thème qui traverse tout l'extrait, lequel n'est jamais qu'une célébration de son universelle beauté, somme toute. Nous le verrons tout à l'heure, en abordant le registre lyrique, la nature est sublimée par une écriture particulièrement poétique. Les couleurs, les sons, les images se conjuguent pour mettre en valeur le pouvoir, voire l'emprise, de cette nature souveraine. Sa grandeur provient de son immuabilité. La nature traverse fièrement les siècles et sa source irrigue les êtres, je cite, depuis toujours. L'anaphore du groupe nominal Un chant fait entendre son omniprésence ainsi que les nombreuses énumérations qui jalonnent le deuxième paragraphe, par exemple. Si le heurt de ce chant de la nature est comparé aux saisons, dans le premier paragraphe, c'est que, comme elle, son cycle ne connaît pas de fin. L'universalité de la nature se lit encore dans l'évocation de la Voie lactée et des étoiles. Sa grandeur dépasse toute mesure, et notamment celle de l'homme qui ne fait que l'habiter misérablement. C'est d'ailleurs le dernier point qu'il fallait explorer à propos de ce thème. Le narrateur décrit l'osmose avec la nature que les hommes des forêts parviennent à atteindre. La structure du texte est révélatrice de cette union, puisque c'est à partir de la brutalité des forêts et de son chant que s'expliquent les accents de colère des hommes qui l'habitent, qui s'expliquent leur solitude et leur dureté. La conjonction de coordination car, à la charnière des deux premiers paragraphes, souligne cette causalité. Une autre conjonction opère cette fusion entre l'homme et la nature dans la phrase « Un même champ les habitait, hommes et arbres ». Un autre enjeu du texte était à étudier, et non des moindres, celui de son écriture. Sylvie Germain développe dans ce texte une prose qu'on peut qualifier de poétique, tant elle emprunte ses effets à la poésie et en particulier à la poésie lyrique. Grâce aux anaphores et aux énumérations, l'auteur donne à son passage un souffle musical prononcé. L'usage fréquent du rythme ternaire, à leur puissance, leur solitude, leur dureté, par exemple, ou encore des fruits, des végétaux et des baies sauvages, contribue à faire entendre l'élan vital que l'extrait évoque. Il faudrait également s'attarder sur le jeu des sonorités. Les lignes 3 et 4, je cite, « Ce socle d'un granit, d'un rose tendre vieux de millions de siècles, bruissant des sources trouées d'étranges, partout des temps, partout saillant d'entre les herbes des fougères et les ronces. » Eh bien, je voulais bien dire que ces lignes 3 et 4, par l'allitération en sifflante, retranscrit particulièrement bien le bruissement de la nature. Le lyrisme se retrouve enfin par les deux thèmes déjà mis en valeur, la nature d'une part et le cours du temps d'autre part. Ainsi donc, Sylvie Germain développe une écriture musicale en accord avec ce chant de la nature qu'elle célèbre. Au fond, il fallait bien voir que ce passage joue d'un mélange des genres et des registres. Le merveilleux est présent avec cette nature nourricière et ses enfants extraordinaires. Le décor traditionnel de la forêt apparente ce texte au genre du conte où il n'est pas rare de voir de pauvres familles égarées parmi les bois. Et ainsi aussi le texte pourrait être lu comme une forme d'allégorie de la nature ici nourricière maternelle. Le lyrisme se retrouve, on vient de le voir, dans l'écriture poétique et les thèmes abordés. Enfin, on peut relever un souffle épique qui traverse tout ce récit des origines. Le texte qui emprunte à plusieurs textes fondateurs
dont la Bible, repose sur une sublimation des êtres et des lieux, ainsi qu'on peut le retrouver dans l'épopée antique. Maintenant que plusieurs fils ont été tirés, il est possible de les assembler et de proposer un plan. Celui-ci n'est pas parfait, je le répète, et il aurait pu par exemple davantage explorer la piste d'une allégorisation de la forêt, qui, incarnant un refuge, prend une dimension de mère nourricière et de déesse. Reste que nous pouvons poser un premier axe qui s'intitulerait « Le récit merveilleux des origines ». Nous verrions alors que le texte effectue un récit rétrospectif, celui d'une lignée familiale qui entre en accord avec celui des origines, c'est-à-dire avec la nature. Une dernière sous-partie travaillerait sur la dimension merveilleuse que prennent les enfants élevés par cette nature nourricière avec laquelle ils fusionnent. Le deuxième axe, quant à lui, s'intéresserait à l'écriture lyrique et poétique du texte. Nous verrions alors que le texte opère une célébration de la nature, qu'on retrouve deuxièmement un thème lyrique qui est celui du temps qui se voit ici dépassé par l'universalité de la nature. Enfin, nous terminerions par une sous-partie qui se pencherait sur la dimension musicale de l'écriture développée par Sylvie Germain dans ce passage de roman. Pour ce qui est de la problématique, en voici deux. D'autres formulations seraient possibles selon votre convenance. Vous remarquerez que la problématique ici met l'accent sur le caractère poétique du texte, mais je l'ai dit tout à l'heure, nous aurions pu aussi se centrer sur le caractère allégorique du récit. Il est temps pour moi de vous saluer, en espérant que cette correction ne vous aura pas fait naître trop de complexes et de remords. Oubliez, je reviens bientôt à la rentrée pour de nouvelles vidéos sur le programme qui se renouvelle. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience de bachelier, votre problématique ou vos axes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour l'épreuve orale.